agronome au CIRAD, donc j'ai une expérience tropicale, on va dire 10 ans au Vietnam, 10 ans à Madagascar et puis le reste en Afrique de l'Ouest. Je travaille sur la conception de systèmes de culture en agroécologie, mais je pense qu'il me définit mieux, c'est que quelque part je suis un enfant de Lucien Segui, parce que je suis rentré dans son équipe il y a 30 ans. Donc, rien que sur le titre que j'ai gardé, qui est la responsabilité de Jean-Pierre, il y a de quoi y passer un bon moment, donc ça va être rapide, forcément, ça va être plus un survol, mais essayer de montrer un peu les choses qu'on peut faire avec. Je vais rester sur les aspects théoriques, et puis Philippe, qui est venu de loin pour nous présenter les aspects pratiques, parce qu'il fait ça depuis longtemps chez lui. Donc on va essayer de rester dans un délai raisonnable. Alors, l'idée, c'est de se dire quand on n'arrive pas, en fait, j'ai travaillé sur ces systèmes, je me suis dit, comment je suis arrivé au potentiel redox. Je disais, dans la compréhension des processus, il y a un moment, il nous manque quelque chose. Donc, on cherchait des indicateurs, on cherchait des choses. Et puis, je suis parti d'un principe, c'est quand on n'arrive pas à résoudre un problème, donc là, il y en a un qui peut casser un peu la tête, là, ça paraît simple et puis on ne trouve pas. Ben, si on n'arrive pas à le résoudre, c'est sans doute qu'on ne regarde pas comme il faut. Et en changeant de perspective, eh ben, ça peut marcher, et dans ce cas-là, ça devient assez frappant. Voilà. Une autre manière de voir la chose, c'est de dire, si notre objet c'est un cylindre qu'on regarde, si on le regarde toujours comme ça, on va dire que c'est le pH, eh ben, notre objet c'est un carré. Voilà. Si on veut voir la réalité comme il faut, il va falloir rajouter une dimension à notre espace, il va falloir élargir notre cadre conceptuel. Et c'est ce qu'on va faire là, on va rajouter le potentiel redox ou le potentiel électronique, c'est un équivalent. Mais l'idée c'est bien de faire les deux ensemble. Donc on va parler d'un paramètre qui est le PE plus pH, qui va intégrer en fait les deux dimensions. On rajoute une dimension, on intègre ça. Alors, je vais donner une petite notion de chimie redox. Ça peut paraître très, très compliqué, on va rester sur du très simple. Une proie redox, on met l'eau au centre, la vie c'est au centre de l'eau, c'est au centre de la vie. Et puis un axe classique, donc sur la gauche on gagne des protons, ça fait des H3O+, c'est l'acidification. Si on perd des protons, H2O moins H+, ça fait OH-, c'est l'alcalinisation. On est sur l'axe du pH. Et puis, on va faire la même chose, on rajoute un axe avec un gain d'électrons vers le bas, c'est de la réduction, c'est du gain d'énergie. Et vers le haut, c'est de la perte d'électrons, de la perte d'énergie, c'est de l'oxydation. Ce qu'il y a à savoir, bon, ça se mesure, c'est le potentiel redox, c'est des millivolts qu'on mesure, c'est une différence de potentiel. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que de l'eau qui perd des électrons, elle fait de l'oxygène et des protons, donc oxydation conduit à acidification. Donc naturellement, on va se balader sur des pentes comme ça, en travers à 45 degrés. Et finalement, donc c'est une pente qui a à 25 degrés, c'est 59 millivolts par pH. Mais finalement, ce qui va compter, en fait, c'est l'écart par rapport à cette pente. Ça va être ça le paramètre important. Et avec ça, bah, il y en a assez pour suivre, je pense, ce que je vais dire, je vais essayer de vous expliquer. Donc ça, c'est en fait cette pente-là, cette flèche, c'est la notion chimique du RH2, parce que Philippe va utiliser celle-là, ou du PE plus pH, parce que c'est un PE plus pH qu'on mesure en allant sur cette flèche rouge en travers. La dernière chose importante, c'est que ce qui compte, ça va être d'être là-bas, en bas à gauche, où il y a de l'énergie. On est en acide réduit, et il y a une réaction fondamentale qui nous amène là, je pense que vous la connaissez. L'idée, c'est celle qui vous fait tous vivre et qui nous fait tous vivre, c'est la photosynthèse. Voilà, elle nous amène à l'acide réduit. Avec ça, on a tous les éléments, je pense, pour comprendre ce que je vais dire. Alors ça, c'est plein de sols, à différents endroits, dans le coin, dans le Tarn, dans la Garonne, différentes profondeurs, différents systèmes de culture. Et puis on voit qu'on retrouve cette pente. Alors là, on a 54 millivolts de pente, c'est qu'on n'est pas forcément à 25 degrés, mais donc on voit bien qu'on a cette corrélation pH redox. Donc moi, les collègues, ils me disent, pourquoi tu t'embêtes avec le redox? Avec le pH, tu as l'information. Ben, l'analogie que j'ai trouvée, c'est de dire qu'on a le même genre de corrélation entre la taille et le poids des gens. Et quand dans un modèle, on a besoin de la taille ou on n'a que le poids, on peut faire une approximation et ça va.
Par contre, si on veut regarder la santé, on va faire la taille moins le poids. C'est-à-dire l'écart par rapport à cette pente. Bah, c'est ce qu'on fait avec le PE plus pH ou avec le RH2. Donc ce qui compte en fait, c'est comment on s'éloigne de cette pente moyenne. Voilà. Alors pourquoi c'est important? Ben, là j'ai pris ce qu'on nous apprend, c'est quand même un bouquin de référence, c'est Soltner, ça, je pense que c'est une référence pour tout le monde. On nous dit que les éléments nutritifs, la solubilité, ça dépend du pH. Et puis si on regarde par exemple le manganèse, on voit qu'il n'est pas soluble à pH élevé. Et en fait, si on remonte au diagramme avec le potentiel, le pH en abscisse et le potentiel redox en ordonnée, et ben la stabilité des éléments nutritifs, ça c'est de la thermodynamique des années 40, hein, c'est de la science dure, et ben on voit que le manganèse il va être soluble. C'est pas qu'une histoire de pH, c'est pas qu'une histoire de redox, c'est avant tout soluble en fonction de sa position par rapport à cette pente moyenne de tout à l'heure. Donc, ça on peut le faire pour tous les éléments. Donc ça va nous déterminer en gros tous les risques de carence, tous les risques de toxicité, et puis les formes d'azote. Par rapport à la question de Félix, tout à l'heure, j'ai rajouté une ou deux diapos là-dessus. Voilà. Donc ça c'est sur les sols. Sur les plantes, c'est encore plus marqué, c'est que les processus d'oxydoréduction, ils interviennent à peu près partout, alors c'est plus à peu près. Jusqu'aux années 2000, la vision c'était la suroxydation c'est pas bon, il faut maintenir la plante pas trop oxydée, et le facteur important c'est le pH. Depuis, il y a eu des dizaines de milliers de publications qui montrent l'importance du potentiel redox, jusqu'au stade qu'on dit ça régule tout dans la plante. Sur les dernières années, il y a une publication qui dit c'est rien en biologie n'a de sens si ce n'est sous le regard de la régulation redox. Pour qu'un titre de publication soit là, c'est qu'on y va fort. Moi, ça me donne un peu l'impression de... C'était tout pH, c'était tout carré. Maintenant, c'est tout redox, c'est pas carré, c'est rond. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on va intégrer ça dans une vision où on a un cylindre et il faut prendre ça ensemble. Alors, quand on assemble quelques milliers de publications, on regarde sous le regard redox, on peut faire ce modèle de fonctionnement des plantes. Donc, les plantes, tous les organismes vivants au niveau cellulaire, ils doivent maintenir un équilibre pH redox de fonctionnement. Par contre, ils évoluent dans un sol qui est plein de fluctuations, ça bouge beaucoup ces paramètres, que ce soit le pH ou le redox dans le sol. Et puis tous les stress biotiques, tous les stress abiotiques, ça se transforme en stress d'oxydation, en stress redox dans la plante. Donc il y a des processus de régulation, il y a de la compartimentation, le noyau n'est pas au même niveau que le chloroplaste. Il y a des tampons chimiques à court terme, et à moyen terme, quand ces tampons chimiques sont dépassés, c'est de la transcription d'ARN, la formation de protéines qui va réguler ça. Un autre processus, c'est la compartimentation extracellulaire, c'est-à-dire que les plantes trop oxydées, trop acides vont se débarrasser de ces produits-là dans les parois. Et ça va être fondamental dans la santé des plantes. On va voir après, en particulier avec les champignons. Mais le processus de régulation essentiel, c'est au niveau de la rhizosphère. La plante va corriger pH redox au niveau de sa rhizosphère. Alors quand c'est trop réduit, elle va pomper de l'oxygène, pour celles qui peuvent. Quand c'est trop oxydé, elle va prendre des produits de la photosynthèse, les descendre au niveau de la rhizosphère. Ça va activer des microflores spécifiques en fonction de ces niveaux pH redox. Ça va nourrir cette microflore qui va modifier le milieu au niveau de la rhizosphère. Et en même temps, le niveau pH redox de la rhizosphère influence le type de microflore qu'on va avoir. Ces niveaux-là, ça va déterminer, on l'a vu, toute la solubilité des éléments nutritifs. Et les carences vont faire des stress oxydatifs dans les plantes. Donc on voit qu'on tourne avec pas mal de cycles. Et puis à plus long terme, la matière organique qui revient sur le sol, c'est ce qui va tamponner et baisser le redox. Donc ça va jouer sur le niveau du sol. Et le niveau d'oxydation du sol va jouer sur les processus de minéralisation, d'humification. Voilà. Et la matière organique tamponne. Donc en gros, on a ce schéma de fonctionnement qui est vraiment établi par rapport à, je pense qu'on doit avoir 3000 publications qui se rassemblent pour dire que ça fonctionne comme ça. Et puis, bon, j'ai mis les détails. Donc sur un sol trop réduit, j'ai dit qu'il y a que les plantes qui peuvent pomper de l'oxygène qui vont survivre, c'est le riz pour les cultures en gros. Et on sait que ça va s'asphyxier, que les plantes supportent mal la réduction forte. Souvent dans nos situations, on est sur des sols trop oxydés,
Et là, ce qui se passe, c'est que la plante, elle va prendre l'essentiel des produits de la photosynthèse pour les descendre au niveau de la rhizosphère pour corriger le milieu. Là, on dit que c'est de 5 à 80% des produits de la photosynthèse qui sont descendus. A priori, c'est quand le sol est déséquilibré, la plante doit corriger et elle fait ça. Pendant qu'elle fait ça, elle fait peu de surface foliaire. La surface foliaire, c'est sa capacité de photosynthèse, donc sa capacité de réduction. En plus de ça, la forme d'azote dominante, ça sera des nitrates. La plante va absorber des nitrates, ça lui coûte de l'énergie pour absorber, ça lui coûte de l'énergie pour le réduire en ammonium pour faire les protéines derrière. Donc, gros coût énergétique. On est sous forme nitrate où on risque de perdre ces nitrates. Et puis, on peut avoir des risques de toxicité à ces niveaux redox élevés, de cadmium, de plomb, si on en a. Voilà. Et puis tout ça, on va voir aussi que ça attire les champignons, les virus, les insectes. Donc on va avoir des plantes qui vont se faire attaquer. On aura peu de biomasse qui arrive sur un sol très oxydé, minéralisation très rapide. On a peu d'humification, on perd la matière organique et notre niveau redox du sol monte. On est dans un cercle vicieux. Voilà. C'est ce qui se passe quand on commence à perdre de la matière organique en dessous de certains seuils. Quand ça tourne bien, et ben la plante descend un petit peu des produits de la photosynthèse au niveau de la rhizosphère. C'est avant tout pour sous-traiter la prospection des éléments nutritifs aux mycorhizes. Ça lui coûte moins cher d'avoir plein de petits tubes de mycorhizes que des grosses racines. Mais l'essentiel, c'est pour produire des feuilles qui augmentent sa capacité de réduction. Le sol est équilibré, la plante va absorber de l'ammonium et des nitrates de manière équilibrée. Il n'y a pas de toxicité. Les plantes sont très peu malades, très peu sensibles. Et puis au bout du compte, il y a beaucoup de matière organique qui arrive sur un sol équilibré. Il y a une partie qui se minéralise, il y a une partie qui s'humifie, et on tamponne notre sol. On est sur un système durable. Voilà. J'ai rajouté une vache dans le système, c'est qu'en travaillant avec les vétos, on s'aperçoit que ce qui se passe dans le rumen, on peut mettre tous les couverts qu'on veut, tout ce qu'on veut, on aura une transformation de la matière organique qu'on n'aura pas dans un sol. On va sortir des gousses de vache, c'est un pH bien équilibré, 6,5, et un redox très bas, donc intéressant pour baisser le niveau d'oxydation des plantes. Donc là, en fait, ce qu'on propose, c'est un changement de paradigme complet. C'est-à-dire que les plantes, elles ne sont pas nécessairement une ressource pour les bioagresseurs, elles le sont uniquement si elles sont déséquilibrées, et on va lire ce déséquilibre en pH, redox et conductivité électrique, un troisième paramètre. Et l'idée, c'est de dire que par les pratiques culturales, on peut modifier les conditions dans le sol et dans les plantes et de les rendre défavorables aux bioagresseurs. Donc ça, on va vers une gestion agronomique des bioagresseurs, où le terme plus à la mode, c'est la protection agroécologique des cultures. Alors au départ, on avait 4 hypothèses, on les a à peu près toutes démontrées depuis le début. C'est de dire que les pratiques agricoles impactent les conditions de pH, redox, conductivité du sol. Ces conditions dans le sol impactent les conditions dans la plante. Le génotype impacte les conditions de la plante. Et puis, les conditions dans la plante impactent le développement des bioagresseurs. Donc voilà, je vais vous montrer comment on a avancé en quelques années. Publication de 2018, là, début d'année. C'est chez Jean-Pierre Sartou en particulier, chez Hubert Charpentier, on est Segui aussi. Donc c'est dans le coin. On a la conductivité électrique, on a un équivalent du PE plus pH. En fait, ce qu'on voit, c'est que tout ce qui est en gras ou en plein, c'est de l'agriculture de conservation. Tout ce qui est en vide, c'est du conventionnel, sur les parcelles juste à côté. Donc, les systèmes en agriculture de conservation, ils nous ramènent la conductivité électrique, le pH et le redox vers des niveaux d'équilibre. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre thermodynamique dans un sol. Et puis, il y a une grosse variabilité spatiale. Donc, ce qui va jouer énormément, c'est la structuration, c'est des agrégats qui permettent à la fois d'avoir de l'oxygène et de la réserve en eau. Il va y avoir des niveaux différents, mais ce qui compte, c'est avant tout la matière organique, l'activité biologique, qui vont tamponner et équilibrer le redox et le pH. Quand ça s'assèche, on va plutôt aller vers des sols trop oxydés, ou quand il n'y a pas cette matière organique. Et puis quand ça s'engorge, que ça sature, ça chute très vite vers des niveaux d'asphyxie. C'est ce qu'on va avoir dans les sols compactés, dès qu'il pleut un peu, ça s'engorge, ça s'asphyxie. Voilà, donc en gros, si on a de la matière organique, un peu d'argile, c'est nécessaire, parce qu'il y a du fer dedans aussi, par la matière organique, ça joue fort. Des micro-organismes, une bonne structure, on va avoir des conditions pH redox tamponnées, et qui vont être dans une bonne zone, donc les plantes vont être dans une zone d'équilibre pour la plupart du temps.
Si à l'inverse, on n'a pas tous ces facteurs, eh ben, pour les mêmes variations de pluviométrie, ou de température, on va avoir des grosses fluctuations et la plante elle va passer dans le milieu où elle est asphyxiée complètement et 3 jours après, elle est trop oxydée et elle passe de l'énergie, elle s'en sort plus. C'est les sols les pires sans doute qu'on puisse avoir. Là j'ai rajouté pour l'azote. Hein. On a notre niveau PE plus pH avec les différentes formes. Hein. Et en fait, il faut voir ça comme des roues redox, des engrenages. Alors ça se passe aussi pour les cycles du phosphore, du soufre, on va avoir le même genre de type. Et si on est sur notre production de N2O, en fait, ce que Jean-Pierre expliquait, il y a le processus de dénitrification. Le problème, c'est si on a une roue qui se bloque. Et là, on va accumuler. C'est dans ces situations-là qu'on va pouvoir sortir de N2O, ce qui n'est pas une bonne chose. Et quand on a la biodiversité, tous les micro-organismes, parce que c'est les micro-organismes qui font ces réactions, ça va tourner naturellement. Alors après, je vous ai mis ce fameux diagramme de Pourbet, de stabilité des phases de l'azote. Et donc on comprend vite que si on est par ici, ben, on sera sous forme d'azote nitrate dominant. Et donc là, avec tous les risques de perte qu'on peut avoir. Alors le sol, il va bouger, on va être dans cette zone-là globalement. Si au contraire on a plus de matière organique, on se réduit, qu'on est un peu plus acide, on va être là et on va être en ammonium dominant et acide aminé. Voilà. Donc, une manière de gérer l'azote, c'est sans doute de revoir ça et de mettre un peu de thermodynamique dans les systèmes. Voilà, donc en gros, un système qui fonctionne bien, c'est une bonne structure, de la matière organique variée, une forte activité biologique, de l'argile et du fer. C'est quoi? C'est des sols vivants, c'est de l'ACS, c'est de l'agriculture régénérative, on peut l'appeler un peu comme on veut. Mais tout ça, ça fonctionne que s'il y a des plantes qui captent l'énergie du soleil. Parce que tout est alimenté par ça. Donc, cette vision redox, c'est un potentiel redox, c'est une tension. On va analyser le sol comme un système électrique. Les feuilles, c'est le panneau solaire. Le sol, c'est la batterie plus l'onduleur. Et puis notre production, c'est notre lampe qui s'allume ou pas. Le carbone, c'est les compartiments de la batterie, le carbone stable, on va dire. L'activité bio, la matière organique fraîche, le carbone labile, ça va être notre niveau de charge de la batterie. Et puis à 400 mV, c'est équilibré, on est bien chargé. Quand on monte en redox, c'est la batterie qui se décharge. Et puis quand on est trop bas, ben, on est plus à noyer le moteur, il n'y a plus d'oxygène pour faire le court-circuit. Un système électrique, il nous faut la résistance pour le comprendre, pas seulement la tension. C'est l'inverse de la conductivité électrique. Donc on va pas pouvoir calculer des puissances de système. 2 sur R, donc 2 fois la conductivité électrique. On est dans l'électricité bête après, hein, c'est pas autre chose. Si la résistance est trop forte, on n'allume pas notre lampe, on produit mal. Si la résistance est trop faible, on produit à fond, mais on vide la batterie. Rapidement. Donc si on n'a pas les panneaux solaires qui rechargent, ben on est en train de dégrader notre sol. Et puis, il y a une chose, c'est qu'on peut inverser la polarité. Et pour inverser la polarité, qu'est-ce qu'on fait? On fait un labour avec retournement et on se retrouve avec les électrons dans l'horizon un peu en dessous. Et donc ça, on a montré cette inversion de gradient. Par contre, l'impact que ça peut avoir sur les bases, en inversant le gradient, on crée une force électrique qui va repousser les charges positives vers le bas. Donc ça, on ne sait pas où on va avec ça. Voilà. Donc, on peut se poser plein de questions. Est-ce qu'on a masqué la perte de charge, donc la perte de matière organique, par une augmentation de la conductivité électrique, l'apport d'engrais chimiques, pour maintenir notre puissance, mais du coup, on vide notre sol plus vite. Quelle taille de batterie on a besoin? Faut-il étudier le stock de carbone par rapport au turnover? Il y a plein de questions qui se posent. Il y a un truc qui me paraît important, c'est que pour être durable, il faut que les plantes nourrissent plus le sol que le sol ne nourrisse les plantes. Et c'est là où on va arriver à s'en sortir. Voilà, donc en gros, on a besoin de quoi? On a besoin de panneaux solaires, une couverture végétale permanente, c'est de la photosynthèse, c'est de la réduction. Et il y a un slogan qui est en train de sortir, sol nu, sol foutu, qui est parfaitement vrai. Et il est d'autant plus vrai que les rayons UV, c'est l'énergie pour la photosynthèse quand il y a une plante qui pousse. Par contre, sur un sol nu, les rayons UV du soleil, ça fait une réaction de Fenton avec le fer dans le sol, et ça produit l'anion superoxyde, c'est hyper oxydant, et ça attaque la matière organique chimiquement.
Et ça, c'est d'autant plus fort qu'il y a peu de matière organique, encore un cercle vicieux. Donc un sol nu, c'est un sol qui s'oxyde fortement. Un sol avec un couvert, c'est un sol qui gagne de l'énergie, qui s'enrichit. On en arrive au deuxième point, les conditions pH redox du sol impactent la croissance des plantes. Ça, c'est une thèse faite à Toulouse avec Agronutrition. On a soumis ça à publication il y a quelques mois, ça va sortir. C'est en paume. En gros, la biomasse produite par les tournesols, elle est très bien corrélée au nombre de jours où le sol est resté entre 350 et 500 millivolts, donc des redox équilibrés. Dès qu'on est en dessous, ça chute fortement. Dès qu'on est au-dessus, ça chute. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que dans une plante, ça c'est des plants de riz, il y a un gradient pH et redox. Je suis peut-être un peu lent. Donc, si on prend, c'est des dalles de riz explosées, en rouge on a le pH, et on voit que le pH décroît. Donc les vieilles feuilles sont plus acides que les jeunes feuilles. Et pour le potentiel redox en bleu, on a la toute jeune feuille, en fait la photosynthèse ne marche pas bien, on a un redox élevé. La deuxième, troisième feuille sont à redox minimal, et puis en vieillissant, elles revieillissent. En gros, le vieillissement, c'est de l'acidification de l'oxydation. Et il est d'autant plus rapide que le sol est acide et oxydé. Ça, on a toutes les données pour ça. Ça a été publié. En gros, tout ce qui va baisser la photosynthèse va oxyder, va faire monter le redox. On va voir que ça va ouvrir la porte aux virus et aux champignons et aux insectes. Voilà. Donc là, je vais passer assez vite, mais ce qui se passe, c'est que dans la journée, en fait, on a des plans à 40 jours avec le potentiel redox à gauche, en haut à gauche, le pH en bas à droite, et ensuite, toute la journée, 6h du matin, 6h du soir. Et au début avant le lever du soleil, la plante est très oxydée. Mise en relation, on va voir que les champignons ils se développent à ce moment-là, quand la plante est plus oxydée. Mais en gros, ce qu'on voit aussi, c'est que 20 jours plus tard, les plantes, alors déjà il y a une période stable dans la journée, donc si on fait la mesure, on ne le fait pas à 8h du matin, parce qu'on est en train de bouger très vite, donc on le fait dans la période stable. Mais ce qui se passe, c'est que donc, vieillissement, oxydation, acidification, on augmente, et puis voilà, le pH baisse. Ça, c'est d'autant plus rapide que le sol est acide et oxydé. Et la variation PE plus pH, est-ce qu'on va passer sous cette pente ou au-dessus, elle dépend des conditions de culture. Donc, voilà. Et puis le dernier truc, on avait 3 variétés différentes, là, une rouge, une grise et une bleue. On voit qu'on a des différences variétales. Et on arrive à relier maintenant ces différences variétales à des résistances aux différents types de pathogènes. Donc, pour info, par exemple, la variété rouge, c'est une variété très sensible à la Pyrrhiculariose du riz, le principal champignon. Elle est plus acide et oxydée que les autres. Voilà, donc en fait, sur les maladies, on fait juste valider les travaux qui datent de 70 ans, c'est la bioélectronique Vincent, où ils utilisaient les paramètres, donc RH2, donc c'est l'équivalent de 2 PE plus 2 pH, le pH et la conductivité comme indicateur de santé. C'était sur de la santé humaine, pour faire le lien Wanner, par des sols, les plantes, les animaux. Alors moi je ne m'avance pas sur la santé humaine, je ne suis pas médecin. Sol, plantes, on y est. Les animaux, il y a des vétos qui travaillent de plus en plus dessus et ça se monte. En aquaculture, les bassins sont pilotés comme ça maintenant, la plupart en France, des grandes fermes, et un peu partout dans le monde. Voilà. Donc l'idée, c'est de dire que chaque organisme vivant il se développe dans une gamme pH redox conductivité qui est spécifique, et que les pathogènes, ils ont une gamme très étroite, parce qu'ils sont adaptés à un milieu spécifique avec une gamme étroite. Donc les champignons pathogènes, c'est en milieu acide oxydé, les virus en basique oxydé, les bactéries pathogènes en basique réduit, donc champignons en haut à gauche, virus en haut à droite, bactéries pathogènes en bas à droite, et en bas à gauche, on va avoir les vitamines C, les algues vertes, enfin les choses où on n'aura pas de maladie. D'où l'importance de la photosynthèse, rappelez-vous, c'est elle qui nous en met en bas à gauche. Alors ça, c'est une publication très récente, parce qu'elle pourrait même être de 2019, elle n'a pas encore elle vient d'être acceptée, c'est avec l'INRA de Rennes. On modifie le PE plus pH du milieu de culture de champignons et on regarde la croissance, là à 14 jours. Ça, c'est pour la Pyrrhiculariose du riz. On voit qu'au milieu trop réduit, le champignon ne peut pas se développer. Si on avait poursuivi plus loin, c'est pareil, au milieu trop oxydé, il n'arrivera pas à se développer. Et ça se répète très bien. Là, maintenant, c'est sur le FOMA du colza fait à Nantes, à Rennes, pardon.
on voit les 10 répétitions, elles ne sont pas classées dans l'ordre, mais ça se répète très bien, et même la sporulation sort très très bien. Okay, ça c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est qu'on met des milieux neutres et on regarde pour différentes souches de champignons, différentes espèces, où est-ce qu'elles tirent le milieu. En fait, une fois que le champignon commence à se développer, il tire le milieu vers son niveau d'équilibre. Et on voit qu'on a des différences très nettes entre un sclérotinia, entre la périculariose, là on va y apporter, ou du botrytis. Et que quand on répète les essais 4 fois, on retrouve les mêmes zones. Donc c'est bien des zones optimum pour chaque champignon, pour chaque espèce. Voilà. Alors je passe rapidement, mais en gros ce qu'on voit c'est que la périculariose, on sait qu'elle entre par les jeunes feuilles, donc un champignon, elle entre par les jeunes feuilles des plants un peu âgés. Et ben on va avoir là un pH acide et un redox élevé. Les virus, ils rentrent à la base des jeunes feuilles la plus jeune feuille de jeunes plants. Donc c'est là où on va avoir un pH élevé et un redox élevé. Et on sait que le virus a besoin d'un pH élevé pour se gonfler, sortir l'ARN et se reproduire, et qu'il a besoin d'un redox élevé pour déstructurer les protéines de défense des plantes. Donc les mécanismes sont en train d'être élucidés derrière ça. Et les bactéries pathogènes, elles se développent, elles, sur la 2/3e feuille de jeunes plantes, le plus basique et réduit de la plante. Et quand la plante vieillit, elle devient plus sensible, elle n'est plus sensible aux bactéries. Voilà. Donc ça nous amène à des hypothèses de travail sur lesquelles on essaye d'avancer en tous les 10 ans, c'est pour une protection agroécologique des cultures. Donc là on a pris Alternaria, un des champignons, on voit la croissance en fonction du pH, la croissance en fonction du redox, la croissance en fonction du PE plus pH. En gros, le champignon il va se développer parce que la plante est trop oxydée. Ce qui se passe, c'est que les plantes trop oxydées mettent dans les parois les terminaux d'oxydation, et le champignon il va venir respirer dessus. Il se développe d'abord dans la paroi, en respirant, parce qu'il n'y a pas d'oxygène libre, donc il respire sur ces terminaux d'oxydation, il prend l'oxygène dessus. La réaction de la plante, elle ne peut pas contrôler le champignon par réduction, elle n'a pas l'énergie. Donc c'est une suroxydation, elle va envoyer de l'eau oxygénée. Pour tuer, c'est vraiment de l'eau oxygénée, c'est pour tuer le champignon par suroxydation, il se nécrose. Et les fongicides, entre autres, vont l'aider à faire ça, à suroxyder. Par contre, après, elle essaye de revenir. Nous, si dans notre histoire de protection agroécologique, on dit on va maintenir la plante en milieu réduit pour pas qu'il y ait d'attaque de champignons. Pour ça, on va restaurer le sol, le mettre en milieu réduit, ce qui va nous maintenir. Il y a une période de transition, il faut bien protéger la plante quand même, parce que ça ne va pas se faire en 3 mois. Donc l'idée, c'est maintenant d'utiliser des antioxydants pour maintenir la plante, pour aider la plante à la maintenir en réduit, donc prendre des antioxydants en préventif. Par contre, si on met des fongicides, on est d'un côté en train d'essayer de réduire, et de l'autre côté, on réoxyde parce qu'on a mis le fongicide. Donc ce schéma-là, il nous permet de gérer, de comprendre un peu ce qu'on fait dans chaque action. Donc l'idée, c'est bien de mettre de l'antioxydant en préventif. Par contre, si, quand ça se développe, le champignon, on met de l'antioxydant, la plante, elle, va essayer d'oxyder, et on va la ramener dans la zone favorable au champignon. Donc voilà, c'est un schéma, on sait qu'il y a une cible pour le champignon, on sait que la plante va essayer de l'éviter, et on va jouer là-dessus. Donc, on va avoir des approches pompiers dans un premier temps avant que le sol soit restauré. Donc mettre de l'antioxydant pour s'en sortir, pour maintenir la plante en zone favorable. L'autre chose, c'est restaurer le sol, c'est quand même un préalable pour que tous ces principes de protection des cultures agroécologiques soient efficaces. Et donc tous ces produits d'agronutrition peuvent nous aider fortement à passer cette transition, à accélérer cette transition, à rééquilibrer, ça c'est important. Et puis l'idéal, c'est au bout de 20 ans, 10 ans, je ne sais pas combien de temps il faudra, c'est de pouvoir les utiliser uniquement quand il y en a besoin, et d'avoir des outils de pilotage. Et donc là, on travaille sur développer des méthodes de mesure rapides pour pouvoir dire là, la plante est en situation critique, il faut l'aider, ou là, ce matin, on est tranquille, on n'a pas besoin de sortir plus élevé. Voilà.
Sur les insectes, c'est aussi des mécanismes d'oxydoréduction. Il y a beaucoup de résistance par les phénols, par la vitamine C. En fait, la plante va essayer de se maintenir en réduit. C'est la même chose. Ça joue sur le tube digestif en fait, des insectes. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que là c'est le cas des bourdons, c'est une publication dans Science. Les bourdons, ils sentent plus le champ électrique de la fleur qu'ils voient sa couleur ou sa forme. Et donc, en déséquilibrant au niveau redox, on modifie le champ électrique et on envoie un signal différent en fait. Voilà. Donc, pour moi, un bourdon, il ne voit même pas une plante qui est équilibrée. Alors, ça va très loin parce que le pollen est chargé négatif, le bourdon est positif. Le bourdon qui arrive sur la fleur, il y a une attraction électrique. Ça fait monter le champ électrique de la fleur et les bourdons qui passent derrière ne s'arrêtent pas dessus. Voilà, donc on a des processus qui sont bien équilibrés. Et puis on a fait à Cotonou un essai où on avait fait pousser des riz à redox différents en jouant sur la gestion de l'eau. Et puis on mesure le redox des feuilles, on lâche des insectes, des foreurs de tiges. Alors c'était un premier essai, on a lâché trop d'insectes, donc ils ont pondu partout. Mais ce qu'on voit, c'est que le stade larvaire, à 20 jours après, par rapport au redox le jour du lâcher, on voit que tous les foreurs, ils ont pondu en premier sur les plantes les plus oxydées. Voilà, donc c'est des nouvelles perspectives pour comprendre les interactions génotypes, environnement, pratiques, bioagresseurs, maladies. Ça donne un nouveau regard. On a un axe de plus et puis on peut s'en sortir. Donc, en gros, c'est des processus en interaction, ça les unifie. Et maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qui est oxyde, qu'est-ce qui acidifie, qu'est-ce qui réduit, comment on bouge par rapport à cette pente moyenne et comment nos pratiques vont faire bouger ça. Alors, il y aurait des milliers d'exemples où on dit, mais ça nous permettrait de mieux comprendre des choses qui sont observées. Sur le caféier, Jean-Pierre en parlait, on n'arrive pas trop à savoir entre les effets de l'ombrage, du climat, des sols, de fertilisation. Ça se mélange un peu avec cette lecture, et ben voilà, c'est des sommes, des soustractions, et puis en haut, en bas, à gauche, et on se retrouve dans une zone favorable ou pas. Les successions bioagresseurs, comment elles interviennent? Quand on met un fongicide, on va favoriser un autre type de champignon qui a oxydé, ce genre de choses. On a un nouveau cadre d'analyse et d'interprétation. Et pour la périculariose du riz, par exemple, la forme d'engrais, on met des nitrates, ça explose, c'est la forme oxydée. On met de l'ammonium, on n'a pas de problème. Quand on a un ciel couvert, on a plus de risques. Ciel couvert, photosynthèse qui a baissé, oxydation de la plante. La densité de population, chaque plante a moins de lumière, ça monte le redox globalement si le sol n'a pas équilibré comme il faut. Les dynamiques d'apparition, elles apparaissent, c'est les maladies qui vont apparaître de plus en plus tôt sur des sols qui sont de plus en plus dégradés, ça peut s'expliquer aussi comme ça. La réduction par les apports de matière organique, enfin, il y aurait des milliers d'exemples. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de contre-exemple. C'est ça qui est intéressant. Et ça apporte souvent un regard en disant mais on pourrait expliquer ça, mais on pourrait expliquer ça. Donc oui, ça fait beaucoup de questions, mais on va y arriver. Et globalement, l'agriculture de conservation, ça va dans le sens d'un équilibre redox du sol et des plantes, donc vers moins de maladies, ce qui est mesuré. Et là, et maintenant, il y a tout un travail pour développer les connaissances sur qu'est-ce que font nos pratiques, quels sont les niveaux de danger, de risque pour les différentes plantes, pour les différents insectes, il y a tout un champ de recherche qui s'ouvre. Et voilà, je vais finir là avec quand même un équilibre, il faut toujours garder un équilibre, donc prix Nobel Shadok, c'est mon équilibre à moi. Philippe m'a maintenant passé aux aspects pratiques, là je vous ai mis toute la théorie. On avait besoin de démonter tout ça, de comprendre le fonctionnement des sols pour pouvoir améliorer la manière de gérer ça en pratique.